Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain du week-end. Vous avez été très nombreux à donner des retours particulièrement positifs la semaine dernière vis-à-vis de ce nouveau format d'analyse. Donc on va continuer sur cette lancée avec des fréquences qui vont parfois être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, dépendamment de s'il y a des choses à dire ou pas sur le marché. Et en ce moment, il y a des choses à dire. Vous allez voir que cette analyse recoupe pas mal ce qu'on a étudié la semaine dernière et ce qu'on a pu observer en début de semaine. Je vous avais fait un petit check rapide dans le chat analyse. Donc on va se lancer tout de suite dans cette analyse on-chain et on va essayer de se poser la question de ce qu'est en train de faire le Bitcoin actuellement. Où est-ce qu'il est potentiellement en train d'aller et quelles sont les dynamiques sous-jacentes auxquelles il faut porter attention actuellement. Pour résumer rapidement ce qui s'est passé au cours des derniers jours, on a donc eu notre magnifique rebond aux alentours des 108 000 $ qui nous a amené vers la résistance des 117 000 qui a pour l'instant rejeté le prix. Ce rejet a amené des vagues de vente et donc de liquidation assez rapides sur les marchés dérivés, notamment entre 115 et 112 000 $. Et alors qu'on aurait pu penser qu'un bottom avait été acquis aux alentours des 112 000 $, eh bien on a une nouvelle chute actuellement qui nous ramène donc vers les entre 110 et 108 000 $ grosso modo. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est simplement en train de tester la borne basse d'un range qui est maintenant situé entre les 117-119 et les 108-110. On est simplement dans une phase de ping-pong actuellement, jusqu'à preuve du contraire. Si je regarde l'action de prix à très court terme, il n'y a pas encore de raison de s'en faire. Donc là, il y a typiquement 3 scénarios. Un scénario où on fait un ping-pong, en fait, c'est pas vraiment un scénario, mais on va parler de scénario rapidement quand même. Un scénario où on fait ping-pong entre les 108 et les 117 pendant encore quelques semaines. Donc une consolidation plutôt stable et latérale. Ça c'est notre premier scénario qui est un scénario neutre, on va dire. Il n'est pas particulièrement haussier, pas particulièrement baissier, ça va dépendre de quelle borne va être franchie en premier. Ensuite, si on a un scénario de rebond haussier et qu'on arrive à aller chercher la borne des 117-119 et qu'on la franchit par le haut, évidemment, probablement on va aller chercher avec la nouvelle demande qui va arriver et les nouvelles positions sur le marché dérivé un prix qui va pousser, qui va aller chercher au-dessus de la TH actuelle qui est située aux alentours de 124 000 $ et potentiellement on va chercher la zone qu'on avait déjà identifiée des 140 000 $. Ça c'est le deuxième scénario haussier. Mais au point où on en est, il serait imprudent de ne pas parler d'un scénario baissier, il serait imprudent de ne pas donner autant de légitimité à un scénario baissier. Pas que pour l'instant le marché s'oriente particulièrement à la baisse, mais simplement parce que il faut être capable d'identifier et d'anticiper toutes les situations, et c'est une situation qui est actuellement plausible, et donc comme elle est plausible, on va en parler un petit peu. On a un range qui n'est pas le range donc, dans lequel on est actuellement, un range intermédiaire. On a un range un petit peu plus bas qui est grosso modo entre les 100 000 et les 110 000 $. Il y a un monde dans lequel le BTC continue sa correction, invalide le support et va plonger jusqu'aux 110 000 $. C'est à peu près le support ici, enfin la zone dans laquelle on va évoluer si on va chercher un peu plus bas. Il y a de grandes chances qu'on aille chercher un nouveau support aux alentours des 100 000 $ et que les 110 000 deviennent du coup une zone de résistance. Maintenant qu'on a ces informations, maintenant qu'on sait qu'on est dans une partie de ping-pong et qu'on a 3 options, soit on latéralise encore plus, soit on casse par le haut et c'est tant mieux, soit on casse par le bas et dans ce cas-là on commence à aller chercher des zones de liquidité un peu plus basses et le sentiment de marché à court terme se dégrade. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller regarder un peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché, quelle est la situation du prix et comment est-ce que certains investisseurs ont pu réagir à ce qui s'est passé récemment. Pour commencer, on va d'abord suivre la tendance à court terme, comme on la connaît, bien sûr, avec le prix réalisé à court terme ici en rouge, le prix à très court terme en orange, mais qui ne va pas nous intéresser plus que ça. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de voir qu'on est finalement passé sous le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui était situé à l'époque aux alentours des 109 000. On est toujours aux alentours des 108 000 actuellement, hein. Sauf que le coût de base des investisseurs, vu que le prix il a eu une légère hausse, eh bien le prix moyen d'achat il a évolué et donc maintenant il est estimé aux alentours des 110, 112, donc on se situe actuellement en dessous du prix réalisé, ce qui est un signal à court terme plutôt défavorable, hein. On a l'air de vouloir rentrer dans une phase corrective qui serait similaire à celle qu'on a connue entre février 2025 et avril 2025. C'est pas parce que pour l'instant on est sous le prix réalisé que nécessairement ça va emmener une baisse, mais bon,
Ça s'est fait vendredi à la clôture. Il y a quand même de bonnes chances que lundi à l'ouverture, les investisseurs à court terme se sentent pas très bien et qu'un certain nombre d'entre eux veulent accentuer leur pression de vente pour limiter la casse. Ce qui sera important de vérifier, c'est est-ce qu'on a des forces de demande suffisantes, notamment sur les marchés spot, avec les ETF et les exchanges, pour absorber cette potentielle pression de vente et ramener le prix au-dessus de cette borne, de ce niveau en rouge ici. Pour l'instant, on n'a pas encore ces éléments de réponse. On verra ça du coup lundi ou mardi, probablement à l'ouverture de la semaine, notamment sur les marchés US. Mais bon, pour le moment, on a eu un rebond qui était très très solide, on en avait parlé, on l'avait très bien décrit. On savait que la résistance allait potentiellement poser des problèmes, elle a posé un petit rejet, mais c'est surtout la volatilité baissière due au long squeeze qui nous a beaucoup dégradé. C'est pour ça que quand je vous dis qu'une demande spot, c'est quand même vachement plus avantageux à avoir sur le marché qu'une demande dérivée, simplement parce qu'une demande dérivée, elle va stimuler le prix à court terme, mais s'il y a un retournement et de la liquidation derrière, en fait ça peut invalider un scénario haussier qui aurait été vachement plus solide si jamais ça avait été de la demande spot. Donc gardez bien ça en tête lorsque vous prenez des positions sur les marchés dérivés vous-même, et aussi quand vous voulez étudier le marché, il faut prendre en compte les marchés spot et les marchés dérivés. Donc pour l'instant, invalidation du prix réalisé à court terme, entrée dans un momentum baissier à court terme, donc qui pourrait notamment être le range entre les 110 et les 100 000. Rien de dramatique, mais on a quand même un signe précurseur de faiblesse à court terme et on peut pas l'ignorer, donc c'est important d'en parler sans pour autant nécessairement paniquer. Au niveau du comportement des investisseurs à court terme, le comportement de dépenses est de retour. Clairement, on a eu deux phases de prise de perte qui se sont très bien signalées entre le 22 et le 26 septembre, donc début de semaine, puis hier vendredi, ou samedi plutôt. Dans l'ensemble, on est samedi, donc oui, vendredi. Dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est que le STH SOPR a plongé sous 1. Maintenant qu'il a plongé le soin, on se retrouve dans un comportement de prise de perte à court terme et donc d'accentuation de la pression de vente. Potentiellement quelque chose encore une fois de similaire à ce qu'on a pu avoir entre février et avril 2025. On retrouve des similitudes dans le ralentissement puis ensuite l'accélération en dessous de 1. Donc évidemment, tant qu'on est en dessous de 1 et qu'on accélère avec des pics qui vont réaliser de la perte, ça va être douloureux, mais ça peut aussi amener des très très belles opportunités d'achat à court terme si jamais on croit dans la tendance encore et une reprise. Mais surtout, ce qui va nous intéresser maintenant qu'on est rentré en territoire baissier, c'est d'identifier le moment où on repassera au-dessus de 1. Comme ici par exemple, on retournera en territoire haussier. Ça pourra donner des points d'entrée qui seront plus safe à court terme que d'acheter les pics de vente ici. Ici c'est très intéressant, mais il faut avoir le courage de le faire, alors que on est encore en train d'acheter un couteau qui tombe et c'est pas toujours nécessairement avantageux, pas toujours stratégiquement le plus intéressant et le plus rentable. Donc attendre un retour dans le contexte haussier peut être un petit peu plus avantageux. On achète un petit peu plus tard, on bénéficie d'un peu moins de volatilité, mais au moins on est sûr qu'on achète quand la marée revient d'une certaine façon. Donc pour l'instant on passe sous 1. On n'a pas l'impression que 1 a l'air de vouloir revenir ici. Il faudra voir du coup dans les prochains jours, en début de semaine. Mais là, cette clôture de semaine, elle est plutôt délétère dans l'ensemble. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de dramatique, mais bon, ça indique quand même qu'on est en train d'entrer potentiellement dans une transition entre la hausse et la baisse, et vraiment le support des 108 à 109, il va être crucial pour déterminer si on reste dans ce ping-pong ou si on rentre dans un nouveau range, et ce range il peut amener beaucoup plus de douleur en fait à court terme et même à long terme, donc idéalement on aimerait ne pas rentrer dans ce range entre les 110 et les 100, et on aimerait conserver la zone de prix actuelle, le range actuel, avec une zone de consolidation. Honnêtement, le meilleur scénario à court terme pour moi, c'est le scénario numéro 1, c'est la consolidation pendant 1 ou 2 semaines pour établir une base solide, et ensuite dans peut-être 2 ou 3 semaines repartir à la hausse une fois qu'on a établi une base et qu'on a bien montré que le support des 108 il est solide. On verra bien ce qui va se passer. Petit graphique que j'avais pas présenté depuis longtemps mais qui était important je pense à souligner actuellement, le pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme, avec une moyenne historique ici pour déterminer les phases haussières baissières, les phases de saturation en rouge, les phases de saturation baissière ici en vert. Ce qui est important de noter, c'est simplement que le pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme est actuellement rentré de manière sérieuse en territoire baissier. On a à peu près entre 35 et 40% des investisseurs à court terme qui sont en profit à ce niveau, alors que pour un même niveau de prix, il y a à peine 2 semaines, on était plus à 40, 50, 60% des investisseurs à court terme qui étaient en profit. Donc là, on a pour un même prix une perte latente qui est plus importante, et ça, c'est aussi un signal qui n'est pas nécessairement très positif. Les investisseurs à court terme, lorsqu'ils sont en perte comme ça, surtout quand on est en perte, donc voilà, quand même
quasiment 2 tiers. Si on prend 36%, on va dire qu'à peu près 2 tiers de tous les investisseurs à court terme qui sont en perte. C'est ni trop ni peu assez, dans le sens où si c'était trop, on serait ici aux alentours de 20-10 et on aurait un signal d'achat particulièrement intéressant. On peut regarder sur les cycles précédents, notamment depuis 2022. À chaque fois qu'on est tombé en dessous de la bande statistique basse, on était sur des opportunités d'achat très très intéressantes. Mais là, on n'est ni dans un territoire haussier, ni dans la saturation baissière totale. Donc ce qui a le plus de chances d'arriver à mes yeux, c'est que si on va tester la borne basse et qu'on l'invalide, on rentre dans un range entre 110 et 100 000. Et aux alentours des 100 000, probablement, on devrait avoir une saturation baissière avec un pourcentage de franc profit des investisseurs à court terme qui devient seulement de 10 à 15%, donc seulement 10 à 15% de tous les acheteurs récents qui sont en profit. Ça montre un signal de capitulation à court terme, où il va y avoir pas mal de prises de pertes, et donc peut-être qu'un scénario qui serait douloureux à court terme mais bénéfique à moyen terme, ce serait d'aller chercher tout de suite les 100 et les 100 000, d'avoir une capitulation à court terme et d'ensuite avoir une reprise rapide, de réintégrer le range ici. On verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais bon, là je viens de vous présenter 3 données qui en fait, quand on les regarde d'un autre angle, en fait, nous donnent le triptyque qu'on connaît très bien, c'est-à-dire pourcentage d'offre en profit, MVRV, ici le rapport entre le prix spot et le prix réalisé est calculé comme MVRV, donc là on a un MVRV qui est devenu inférieur à 1 sur cette métrique, et on a aussi un STH SOPR qui est inférieur à 1. Donc on a un pourcentage d'offre en profit qui est bas, un MVRV inférieur à 1, un STH SOPR inférieur à 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici un momentum global pour les investisseurs à court terme et pour la tendance de marché à court terme qui devient négatif. Encore une fois, bon, ça ne veut pas dire nécessairement, comme on l'a vu précédemment, que c'est la fin du monde. On a encore des chances. On n'a pas invalidé en fait le support, donc tant qu'on n'a pas invalidé le support, il n'y a pas non plus à avoir de panique, mais une fois qu'on réintègre le range des 100 000 à 110, personnellement j'aurais tendance à avoir peut-être un peu plus de précaution, parce que si on invalide les 100 000, on peut très facilement rentrer dans une phase de bear market. Là, on peut supposer qu'on est soit au tout début d'un bear market, mais il est un peu tôt pour le confirmer, soit dans une phase de respiration un peu plus avancée qui pourrait potentiellement amener du prix haussier. Mais pour l'instant, le momentum devient négatif, donc on rentre dans un territoire baissier où les investisseurs à court terme vont pas réussir à supporter ce qui va se passer si le prix baisse davantage, et donc ils vont commencer à réaliser des pertes. Et ces pertes, elles peuvent encore accentuer la pression sur les marchés spot. C'est pas exactement ce qu'on aimerait voir, donc pour le court terme, on est en train d'avoir une dégradation du momentum qui est pas dramatique, mais qui est quand même présente, et donc ça, il faut être capable de le voir et de faire preuve de prudence au cas où. Un autre graphique que je voulais présenter, c'est le comportement de dépense, cette fois-ci, des investisseurs à long terme. Alors ce graphique, il est particulièrement simple, je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, mais simplement, vous avez le prix en noir, l'offre des investisseurs à long terme en bleu, et un indicateur qui vous permet de savoir quelle est l'intensité à un moment donné du comportement de dépense des investisseurs à long terme. Donc si l'indicateur est bas, ils dépensent très peu, ou surtout ils sont en train d'accumuler, ils sont en train de hodler, mais d'attendre. Et si l'indicateur est haut, qu'il atteint 1, c'est qu'on est sur un comportement de dépense particulièrement élevé, et les investisseurs à long terme, ils prennent dépenses que dans 2 moments. Soit lorsque le marché est très haut, qu'ils veulent prendre des profits, soit lorsque le marché est très bas et qu'ils veulent prendre des pertes. Regardez par exemple ici, on a un comportement de dépense qui est très élevé, alors même qu'on est sur un bottom de bear market, parce que les investisseurs à long terme sont aussi capables de capituler. Donc ils dépensent la majorité du temps soit aux extrêmes haussiers, soit aux extrêmes baissiers. Aux extrêmes haussiers pour réaliser des profits, aux extrêmes baissiers lorsque la pression est trop forte et que même eux ne peuvent plus tenir, et donc ils réalisent des pertes. Très bien. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on voit sur... peut-être pas repartir sur un an, un petit peu plus peut-être quand même. Voilà, on va se donner un petit peu plus de contexte. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu plusieurs phases de prise de dépenses assez importantes de la part des investisseurs à long terme, notamment une forte dépense aux alentours du sommet de mars 2024, de début 2024, qui avait amené justement une forte consolidation, parce qu'il y avait beaucoup de pression de vente à absorber. On a vu ensuite une deuxième phase de distribution un peu plus légère, un peu moins intense, entre octobre 2024 et janvier 2025. Et qu'est-ce qu'on a vu récemment aux alentours de juillet, août, septembre? Eh bien une nouvelle phase de distribution qui a été un peu intense, un peu rapide aux alentours des 120 000, mais qui est actuellement en train de ralentir. On est en train de ralentir dans l'ensemble, c'est-à-dire que l'intensité de la pression de vente sur les investisseurs à long terme et de leur distribution n'est pas très élevée, mais ils ont quand même
tendance, là, si on regarde sur les derniers jours, à vendre alors même que le prix est en train de baisser. Donc c'est pas idéal comme comportement. Ce qu'on aimerait voir de la part des investisseurs à long terme, c'est pas plus de ventes que ça. C'est un comportement qui reste neutre, ce qui veut dire que soit ils sont en train d'acheter, soit ils sont pas en train de vendre de manière sérieuse. Mais là, on peut voir qu'il y a quand même ici, durant les derniers jours, quasiment de 520 à 490, une vingtaine de milliers de BTC qui ont été vendus durant la correction là cette semaine par les investisseurs à long terme, et ça c'est un comportement qui peut indiquer qu'ils ont envie de délester, qu'ils ont envie de limiter le risque, et donc c'est pas non plus optimal. Évidemment c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais c'est quelque chose qui est factuellement ce qui est en train de se passer en ce moment, et le but c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de vous simplement vous dire ce qui est en train de se passer sur le moment. Donc si je dois résumer, on est encore dans une phase de range en ping-pong, mais on est proche du support, il faudrait pas l'invalider, le support des 108 000. À court terme, on a cassé notre support déjà, donc c'est pas optimal. Donc d'un point de vue on-chain à court terme, on a cassé le support. D'un point de vue technique à moyen terme, on l'a pas encore cassé. Donc c'est deux types de prismes différents. Les investisseurs à court terme commencent à réaliser leurs pertes et à accentuer leur pression de vente. Ils sont clairement plus en perte qu'en profit, mais ils sont pas non plus dans un moment de saturation de la perte où on pourrait avoir des zones d'entrée intéressantes. Donc c'est pas non plus très pertinent pour l'instant d'aller trouver une opportunité d'achat à court moyen terme au niveau de ce pourcentage pour les investisseurs à court terme. Ensuite on voit que dans l'ensemble le momentum à court terme il est en train de se dégrader, et que les investisseurs à long terme eux profitent de ce qui se passe actuellement, de la correction, pour réaliser certains profits dans l'ensemble, parce qu'on suppose que c'est des profits, hein, vu le niveau de prix actuellement. Les investisseurs d'il y a 6 mois ils n'avaient pas des niveaux de prix comme ça, donc ils réalisent des profits, mais dans tous les cas ils sont en train de délester. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement confiance sur la tendance à court terme, alors même que les investisseurs à court terme eux sont en train de rentrer dans une phase où ça va difficilement être possible pour eux de tenir la cadence. Donc ça c'est aussi un signal que potentiellement on est en train d'entrer sur un comportement avec plus d'offres, une force d'offre plus importante que la force de demande sur le marché, et ça c'est pas non plus particulièrement positif. Donc maintenant on va se poser la question, est-ce qu'il y a quand même suffisamment de demande pour potentiellement absorber l'offre qui va arriver avec les investisseurs à long terme et court terme potentiellement dans les prochains jours? Eh bien le comportement d'achat de la part des ETF il n'est pas particulièrement intense. Il peut être assez élevé durant certains moments, mais on n'a pas de comportement sérieux, on peut pas avoir d'augmentation structurelle comme on a pu le voir par exemple aux alentours de octobre à novembre 2024. Pour l'instant c'est plutôt sporadique, on a un peu d'achat, un peu de vente, un peu d'achat. Donc même si en net on a plus d'achats que de ventes sur l'action de prix récente, eh bien on a pu se rendre compte notamment qu'avec les marchés spot et les marchés dérivés, le prix avait quand même tendance à plonger, notamment avec la pression de vente qui est restée particulièrement importante aux alentours des derniers jours, notamment le 25 là. Donc il me semble que le 25 c'était jeudi, ouais c'est ça. Jeudi on a quand même eu une très forte pression de vente de la part de Binance, genre littéralement on n'avait pas eu une pression de vente comme ça depuis plusieurs mois, hein. J'essaie de trouver le pic. Ouais, ok, d'accord. On a quand même un pic où c'était d'intensité relativement similaire aux alentours de la correction qu'on a eu en août. Mais sur l'action de prix récente, si on regarde juste sur les 2 dernières semaines, eh bien on voit qu'on a quand même un pic ici de vente assez important. Et depuis, on a eu aussi des pics d'achat, à la fois une fois sur Binance et une fois sur Bybit, qui sont redevenus assez haussiers. C'est-à-dire que là on a quand même l'absorption d'une pression de vente qui était assez élevée aux alentours de ces 2 pics ici, aux alentours des 108 000, mais ça reste indécis, ça avance, ça baisse, ça avance, ça baisse. Pour l'instant on n'a pas de tendance structurelle qui a l'air de se dénoter sur les marchés spot, donc on peut avoir beaucoup de ventes, beaucoup de baisses à un moment donné. Pour l'instant ça s'équilibre, on a l'impression qu'on a peut-être un bottom qui est en train de se former aux alentours des 108, 109, mais il est encore un peu trop tôt pour en parler, surtout parce que on est encore le week-end, et le week-end il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup d'actions de prix, et la majorité du temps on ouvre la semaine d'après sur le même prix sur lequel on a permis, pour ne pas faire de gap sur le CME. Ça fait à peu près un mois maintenant que ça arrive. Sur les marchés dérivés, qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement la même chose, donc encore une fois le même comportement exact que ce qu'on a eu en début de semaine, ce qu'on avait un peu identifié. Bybit qui ouvre des shorts agressifs, puis ensuite Binance qui vient suivre. On a exactement la même coordination encore sur ce qui s'est passé avec le dernier bottom. Donc en fait la stratégie elle est simple. On a des opérateurs sur Binance qui plombent le marché avec de la vente spot.
en même temps que d'autres opérateurs sur Bybit et ensuite sur Binance short le marché pour profiter de la liquidité et de la volatilité baissière. Donc il y a clairement une action de prix qui, si elle n'est pas coordonnée, en tout cas est particulièrement coïncidente. Et depuis, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu d'achat, un peu de vente, mais surtout Bybit. On voit que les plus grandes valeurs, elles viennent à chaque fois d'opérateurs, de spéculateurs sur Bybit. N'oubliez pas que quand je parle de Binance et de Bybit, c'est pas la plateforme en soi qui décide de ces positions-là. C'est simplement les positions qu'elle opère pour ses clients, que ce soit des clients institutionnels, des clients privés, des spéculateurs ou des acheteurs spot. Il y a plein de différents types de clients avec lesquels ces plateformes peuvent faire business. Ce qu'on voit ici surtout, c'est que il n'y a pas vraiment, il y a encore une indécision à la fois sur les marchés spot et sur les marchés dérivés et aussi sur les ETF. Donc en fait, c'est pas clair sur chacun de ces marchés-là, et dans l'ensemble, la tendance elle a l'air d'être dégradée à court terme, et les investisseurs à long terme, on a l'impression qu'ils veulent un peu sortir du bateau. Donc c'est pas tout à fait foufou. On a l'impression que le marché rentre dans une phase plutôt protective et corrective, et le dernier graphique qui va permettre de confirmer cela, c'est le graphique de la dominance. Encore une fois, on en a déjà parlé, dominance du Bitcoin, de l'Ether, des altcoins et des stablecoins. Et qu'est-ce qu'on voit? On peut le voir de deux façons. On peut voir que déjà la dominance de l'Ether a bien ralenti. La dominance des stablecoins, elle est restée haussière pendant un bon moment, mais là elle ralentit un peu sur les derniers jours. Donc on voit que les capitaux ont tendance là sur cette dernière correction à quitter les altcoins et l'Ether, donc à vouloir rentrer sur des actifs qui sont plus sécuritaires. Quels sont ces actifs plus sécuritaires? Les stablecoins. La dominance des stablecoins elle a augmenté. On voit que les capitaux sont en train de chercher de la protection. Et ensuite le BTC. Donc potentiellement le capital est en train, après une tentative de prise de risque sur certains altcoins et l'Ether, eh bien on a des capitaux qui veulent maintenant retourner vers des valeurs plus sûres, donc vers Bitcoin, le leader de marché, et les stablecoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ils cherchent à se protéger. Quand est-ce qu'on cherche à se protéger, à avoir un comportement protectif sur le marché? Quand on anticipe une continuation baissière. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est pas non plus agréable à entendre, mais potentiellement, si on a une invalidation du support des 108 000, eh bien on va avoir une continuation baissière qui serait peut-être plus forte qu'anticipée. Et tout ça nous provient du fait qu'on avait sur les marchés dérivés, on ne sait pas que sur les marchés dérivés, mais qu'on a eu sur les marchés dérivés, eh bien des liquidations longues qui étaient dues à un excès spéculatif. Donc encore une fois, l'excès spéculatif peut amener à l'invalidation d'une tendance structurelle haussière, et c'est exactement le cas d'école qu'on a vu cette semaine. On aurait pu avoir une très très belle action de prix et tenter d'aller rechercher les 117 000, les 119 000 avec de la demande spot, mais c'est bien de la demande dérivée qui a dominé, et donc cette demande dérivée a amené ensuite des cascades de liquidation longue qui ont invalidé tout le mouvement haussier et sont maintenant en train de questionner le bas du range. Donc je vais essayer simplement d'illustrer le propos avec la carte thermique des liquidations, histoire que vous compreniez un peu ce qui s'est passé, même si on en a déjà parlé encore plusieurs fois. Mais je veux juste illustrer un peu le propos une dernière fois pour que ce soit clair et que vous compreniez quelles sont les dynamiques qui sont en cours actuellement, à quel point l'équilibre entre l'offre et la demande sur les marchés spot et les marchés dérivés, elle peut être très importante. L'intensité du biais long qui peut amener ensuite des phases très très destructives, et aussi le comportement des investisseurs à court terme et à long terme qui peut amener du coup soit de la pression de vente, soit de la pression d'achat à un moment donné. Donc on voit bien ici, je vais pas repartir sur l'action de prix qui était antérieure, mais on voit bien qu'on avait des liquidités qui se sont construites sur le côté long et qui sont venues être chassées à plusieurs reprises, et donc pour l'instant on est peut-être même en train d'aller chercher à chasser ce qui se passe au niveau des 108 000. Donc bon, c'est pas excellent simplement, mais c'est pas non plus dramatique. Pour l'instant on est toujours dans une phase de ping-pong. Moi il n'y a rien qui m'indique qu'on a invalidé le support. Pour l'instant il tient. Si jamais ce support est invalidé, il y a des chances que personnellement j'entre dans un comportement plus protectif, sachant qu'il y avait des potentiels, il y avait aussi quand même de bonnes prises de profit à prendre à ce moment là. Donc bon, sur le court terme c'est pas idéal, on commence à avoir de la prise de perte, on a des investisseurs à court terme qui sont quand même dans une douleur assez importante et le momentum a l'air de ralentir. Les investisseurs à long terme ont l'air de vouloir quitter progressivement le navire après avoir pris des profits, surtout au niveau des 120 000. Ils ont tendance peut-être maintenant à vouloir aussi encore liquider avant qu'il ne soit trop tard. Sur les ETF, sur les marchés spot et sur les marchés dérivés, on n'a pas particulièrement de décision qui a été prise en termes de tendance et de comportement. Des fois ça pousse le prix très bas, ensuite ça va racheter très fort. Et sur les flux de capitaux dans l'ensemble, les flux de capitaux quittent l'Ether et les altcoins pour revenir vers stablecoin et Bitcoin.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à donner vos retours encore une fois hein, directement dans la section commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau suivi du marché. Allez, bye bye.